Bonjour à tous et merci à Thibaut Damy et aux organisateurs de ce congrès de nous donner l'occasion de vous parler de la vision du gériatre de l'amylose à transthyrétine et d'un aspect particulier en gériatrie qui est le syndrome de fragilité. Donc l'amylose à transthyrétine, je ne vous apprends rien, c'est une pathologie qui touche le sujet âgé. Vous savez que nos patients âgés insuffisants cardiaques ont souvent une forme à fraction d'éjection préservée avec, on le sait, un nombre non négligeable parmi eux de patients qui sont potentiellement porteurs d'une amylose à transthyrétine. Je crois que la prise en charge de l'amylose à transthyrétine est assez similaire avec ce qu'on a l'habitude de faire ou de ce que font mes collègues en oncogériatrie, une approche et une évaluation euh, globale qui doit répondre à la question de la mise en place d'une chimiothérapie. Alors, les oncogériatres font des évaluations avant traitement, mais on fait, nous, en cardiogériatrie, beaucoup d'évaluations, notamment dans le service d'Olivier Lérez, en pré-interventionnel. Mais je crois que là, on est quand même dans un paradigme complètement différent avec l'amylose à transthyrétine, parce que quand on décide d'une prise en charge interventionnelle en cardiologie, on en attend un effet bénéfique immédiat, alors que là, sur la thérapeutique spécifique dans l'amylose, il y aura un délai avant d'obtenir une réelle efficacité. Donc, il faut arriver à se projeter sur un avenir à moyen terme pour le patient. Et puis, quatrième réflexion, on est sur les caractéristiques du traitement actuel, le tafamidis, qui sont donc caractérisées par une tolérance qui est, je crois, très bonne, une efficacité, on en a parlé, qui demande un certain temps, et donc c'est important de pouvoir arriver une fois de plus à se projeter sur un avenir à moyen terme pour nos patients. Et puis je crois qu'on peut pas bien sûr s'affranchir du coût de ce traitement et donc de se mettre effectivement dans les clous vis-à-vis de nos tutelles pour que le bon traitement aille au bon patient, et je crois que c'est le plus important. Alors, les objectifs de l'évaluation gériatrique, moi j'en vois trois. Le premier objectif, il est bien sûr clinique, hein, dans l'aide pour les cardiologues à la prise de décision sur l'initiation du traitement. Le deuxième objectif est scientifique, avec l'intérêt important de suivre des paramètres gériatriques chez des patients atteints d'amylose cardiaque, et donc très probablement de voir les effets bénéfiques du traitement sur ces paramètres spécifiquement gériatriques. Et puis, donc, on en a parlé, réglementaire. Je crois que c'était important d'avoir des référentiels de bonne pratique pour montrer que les traitements sont prescrits, bien sûr, à bon escient dans une population où c'est parfois difficile de prendre la bonne décision. Alors, je vous ai parlé et je dois vous parler de la fragilité. La fragilité, c'est un terme qui est très à la mode et qui est un petit peu galvaudé, utilisé par tout le monde, et parfois on s'y perd un petit peu. Alors pour ça, j'ai donné un exemple très très simple, très pratique. On a deux patientes, la patiente A et la patiente B, qui sont exactement les mêmes. Elles ont toutes les deux 78 ans, des antécédents similaires, et elles vont avoir toutes les deux à faire face à un stress classique en gériatrie, qui est une chute avec une fracture du bassin. Elles vont être toutes les deux hospitalisées, et la fracture, imaginons que la fracture soit exactement la même. La patiente A va avoir une évolution favorable, une hospitalisation courte, et va pouvoir très rapidement réintégrer son domicile. La patiente B, alors que c'était manifestement la même, avec la même fracture, elle va avoir des suites qui vont être émaillées d'épisodes de confusion, de chute récidivante, d'infection pulmonaire, bref, une espèce de cercle vicieux, de complications en cascade qui vont amener cette patiente à ne plus pouvoir rentrer à domicile et à être institutionnalisée. Alors, ces deux patientes qu'on pensait identiques, en fait, la patiente B était très probablement fragile, sans qu'on le sache, et on va voir comment on peut le dépister, et cette patiente est devenue dépendante. La fragilité, c'est ça. En fait, il y a de façon très schématique deux formes de vieillissement. Le vieillissement normal, classique, le vieillissement réussi, et le vieillissement accéléré avec une entrée plus précoce dans la dépendance. Et cette entrée plus précoce dans la dépendance est précédée d'une période qu'on qualifie de fragilité. Fragilité au cours de laquelle
un événement, quel qu'il soit, un stress, une hospitalisation, un événement infectieux, une procédure interventionnelle, va précipiter le patient vers la dépendance. Très rapidement, 3 profils de personnes âgées après 75 ans, pour avoir un petit peu en tête quelques chiffres. 60% sont robustes, autonomes, vivent à domicile. Ce sont les patients les plus souvent que nous voyons en consultation. Des patients dépendants qui vivent en EHPAD ou en unité de soins de longue durée, ça représente 15 à 20% des gens de plus de 75 ans. Et le reste, c'est 20 à 25% de patients fragiles. Ces patients fragiles sont des patients qui sont autonomes, qui vivent le plus souvent à domicile, mais qui sont en fait à très haut risque de dépendance. Donc il faut imaginer la fragilité comme un état dynamique, instable, et à la faveur d'un stress, le patient peut tomber donc dans la dépendance. Et on sait en gériatrie que quand le patient est dépendant, bien souvent, c'est un état qui est irréversible. Inversement, une prise en charge spécifique avec des programmes de réadaptation peuvent permettre aux patients de rejoindre une trajectoire de vieillissement réussie, donc de devenir robuste. La définition, le phénotype, si on doit essayer de définir un phénotype du patient fragile, ce sont des critères un petit peu anciens qui ont été décrits il y a une dizaine d'années par le professeur Fried. Donc, on retrouve 5 caractéristiques. La sédentarité, le patient qui sort de moins en moins de chez lui, la perte de poids récente, un épuisement ou une fatigabilité subjective ou objective, une baisse de la force musculaire. Alors, la force musculaire, ça peut être évalué très simplement par des petits outils de force de préhension, notamment, et une vitesse de marche ralentie. Donc, c'est pour ça que les cardiologues nous voient parfois dans leur service chronométrer les patients dans les couloirs, parce que la vitesse de marche est un paramètre de fragilité. Et donc, si votre patient a 3 de ces 5 critères, le sujet est alors considéré comme fragile. Donc, si on revient à notre problématique de l'amylose à transthyrétine, on s'est posé la question de quels outils on pourrait utiliser, quels outils seraient pertinents dans cette population. Du fait de la similitude avec l'approche oncogériatrique, on a décidé d'utiliser un outil qui est validé en oncogériatrie, qui est le questionnaire G8, et je vais vous le présenter en suivant. Et puis un outil qu'on utilise quotidiennement en gériatrie qui permet en 2 minutes d'avoir une idée de l'autonomie du patient, c'est l'échelle ADL. On a décidé de ne pas utiliser de paramètres fonctionnels car dans une population de patients insuffisants cardiaques, effectivement, les performances physiques peuvent être altérées du fait de la pathologie cardiaque. Donc, uniquement 2 outils, questionnaire G8 et ADL. Il fallait que ces outils soient utilisables par des non-gériatres et que ce soient des outils qui puissent être utilisés rapidement. On a décidé de proposer pour tous les patients de plus de 80 ans vus par les cardiologues un passage systématique sur une structure que nous avons à Toulouse qui est l'hôpital de jour des fragilités. Il y a maintenant des hôpitaux de jour de fragilité un petit peu partout en France. Et puis on avait un critère qui était quand même important dans l'évaluation, c'était qu'il ne fallait pas ralentir l'initiation du traitement et éventuellement voir les patients secondairement, sauf si le cardiologue avait un doute dans l'initiation, on va y revenir. Donc le questionnaire G8, qu'est-ce que c'est? Donc là, on n'y voit rien, donc j'ai zoomé dessus. 8 paramètres. Le patient présente-t-il une perte d'appétit? Y a-t-il une perte de poids? On évalue sa motricité. Est-ce qu'il sort du domicile ou est-ce qu'il fait uniquement lit-fauteuil? Est-ce qu'il a des problématiques neurocognitives, de syndrome démentiel ou de pathologie psychiatrique? On évalue son indice de masse corporelle. On regarde s'il prend plus de 3 médicaments à part le tafamidis. On lui pose la question de savoir s'il se sent en meilleure ou en moins bonne santé que la plupart des personnes de son âge. Et puis l'âge va également pondérer le score. Ce score est sur 17. Il a donc été validé dans les évaluations oncogériatriques. Et il est interprété de la sorte: si on a un score supérieur à 14, on a une prise en charge standard. L'évaluation gériatrique s'impose lorsque le score est inférieur ou égal à 14. Donc, vous voyez, 8 items, 3 sur du nutritionnel, de la motricité, l'âge, et en quelques minutes, on a un score prédictif chez le sujet âgé.
Le deuxième score dont je vous ai parlé, c'est l'échelle ADN, Activity of Daily Living, les activités de la vie quotidienne, qui est réalisée en gériatrie par les infirmières, les aides-soignantes. Là, il y a 6 paramètres: l'hygiène corporelle, l'habillage, la capacité à aller aux toilettes seul, la capacité à se déplacer seul, la continence et la capacité à manger seul. Donc là, en 2 minutes, on a un score sur 6. Un patient totalement autonome va avoir 6 sur 6. Un patient totalement dépendant peut être à 0 sur 6. Donc à partir de là, il va y avoir 3 situations. Les patients de plus de 75 ans vont avoir un pré-screening par nos confrères cardiologues. Donc les cardiologues font de la gériatrie, ils font passer le questionnaire G8 et l'ADL. Si les scores sont bons, G8 supérieur à 14, ADL supérieur à 5, initiation du traitement et pas de nécessité d'une évaluation gériatrique. Si par contre le G8 et l'ADL sont altérés, le traitement sera initié, mais il y aura un rendez-vous rapide sur notre hôpital de jour des fragilités. On a des rendez-vous à 3 semaines, 1 mois, pas plus. Mais vous notez bien que le traitement est tout de même initié par le cardiologue pour ne pas perdre de temps. Pour les patients de plus de 80 ans, là, on fait une évaluation systématique sur l'hôpital de jour des fragilités. Et puis, troisième situation, le cardiologue est en difficulté. Il a face à lui manifestement un patient âgé qui a une amylose à transthyrétine et dont il a un doute de l'intérêt d'initier la thérapeutique. Un patient, par exemple, avec un ADL inférieur à 3. À ce moment-là, on fait un avis gériatrique assez rapidement avant d'initier le traitement. Donc, sur notre expérience toulousaine, qui a malheureusement dû être un petit peu interrompue du fait de la crise sanitaire du mois de mars et de la récente récidive, on a quand même des patients qui ont un profil particulier, forcément, un profil gériatrique, 87 ans de moyenne d'âge. C'est exactement la moyenne d'âge de mes patients dans le service. Donc, les cardiologues nous adressent effectivement des patients plus âgés. Leur cohorte, à eux, a une moyenne d'âge de 79 ans. Donc, on a vraiment des patients différents. Et je crois que c'est bien, effectivement, ils nous envoient les bons patients. Ce sont des patients qui ne sont pas tellement dépendants, vous voyez, avec un score ADL à 5,1 sur 6. Mais par contre, c'est des patients où le score G8 est assez bas, à 10 sur 17. Je vous rappelle que la limite, c'est 14. Donc ça illustre bien la très grande hétérogénéité de la population âgée et la difficulté parfois d'adapter les traitements et donc de pouvoir permettre d'avoir le bon traitement pour le bon patient, ce qui est toujours une gageure dans une population de 87 ans de moyenne d'âge. Donc pour conclure, pour résumer, évaluer facilement, rapidement à l'aide de ces 2 scores, décider ensemble avec l'association cardiologue et gériatre pour les situations difficiles. Et puis, l'intérêt aussi, quand on dépiste la fragilité, c'est de pouvoir suivre ces patients et de leur proposer des programmes de réadaptation pour qu'ils puissent rejoindre, quand c'est possible, une trajectoire de vieillissement réussie. Pour terminer, moi, je rajouterai juste un mot. Je crois que c'est important que les cardiologues informent et sensibilisent les gériatres au diagnostic de l'amylose à transthyrétine, parce que je suis convaincu, on est convaincu avec Olivier Lérez que beaucoup de nos patients insuffisants cardiaques ont probablement une amylose à transthyrétine, et si on peut les dépister, on peut probablement leur proposer un traitement après une évaluation précise. Voilà. Merci de votre attention.